Bonjour à cette officielle avant-dernière période de formation. Aujourd'hui, on va consolider nos connaissances en tant que full stack developer. Donc, jusqu'à présent, on a passé la première partie du cours à travailler avec les technologies front-end, donc pour créer des applications, des interfaces utilisateurs. On a utilisé React comme étant notre librairie privilégiée pour être capable de créer des interfaces front-end. Une fois qu'on avait travaillé avec ça, on avait eu une période de transition qui nous permettait d'aller chercher des informations sur des sites externes. Donc, on avait vu comment utiliser des requêtes asynchrones, avec Axios ou avec le Fetch, qui nous permettait d'aller chercher des informations d'API externes, donc d'aller utiliser des sites prédéfinis qui étaient capables de nous donner différentes données qu'on pouvait envoyer dans notre application au besoin. Ensuite, on avait passé à la création d'API. Donc, on s'était dit, OK, on a fait nos applications React, on est capable de faire des requêtes asynchrones vers des API. La prochaine étape pour avoir une application complète, ça va être de moi-même construire cette API-là pour être capable de l'utiliser avec mes applications de front-end. Fait qu'on avait utilisé Express qui me permettait de bien présenter un serveur web minimaliste basé sur Node.js. Puis ce serveur web-là, on avait vu comment utiliser des routes, comment utiliser différentes expressions, comment utiliser des middleware pour être capable de travailler puis envoyer des requêtes qui étaient représentées sous d'autres... de prendre des requêtes, de créer un API puis d'être capable de renvoyer ces informations-là comme on avait besoin. Cette semaine, on va compléter le tout parce que la dernière chose qui nous manquait, c'était le principe d'avoir de la persistance de données. Donc, on avait vu que quand on avait notre API qui était créée avec React, on était capable de construire nos différentes requêtes puis de construire un élément de toute pièce. Et admettons que on s'en fait... Admettons qu'on va se construire ça pour ce soir, on va s'en créer un. Fait qu'on va se créer un petit directory, on va l'appeler backend. Fait qu'on va se créer une application Express avec Express Generator. À l'intérieur de ça, on va installer nos différentes librairies. On va ici aussi installer notre bonne mesure. On est dans backend. On est ici. Ça. Là, je pense que j'ai d'autres serveurs d'ouvert. Passer toutes les choses. On va les arrêter. Là. On va aller dans notre app. On va charcuter les choses qu'on n'a pas besoin. Alright. Et avec ça, on avait notre npm start qui devrait partir nodemon. Saver ce fichier-là. On est correct. Fait
on est en train d'exécuter notre petit programme, puis on avait commencé à travailler avec... ici, c'est juste un aperçu. On va utiliser ce qu'on est en train de faire, puis on va le convertir au fur et à mesure avec nos techniques de gestion de base de données. Fait que, admettons ici, on veut se créer une liste de to-dos qui commence, puis mettons, on va avoir à l'intérieur des to-dos de base. Fait que, on va dire let. Même. Ici, je ne sais pas si on a parlé des trailing commas. Quand on est en train de construire une liste, on peut avoir la dernière qui a quand même une liste à l'intérieur, juste pour être capable d'avoir de l'information. Donc, on se dit, on est capable d'avoir des applications qui... Donc, le pays ici va juste être directement sur qu'est-ce que je suis en train de faire, là. Fait que res.end to-dos. Mettons qu'on fait un push post. Si on a quelque chose de même, on peut le tester avec notre ami Insomnia. Et qui me permet de tester le get de notre élément. Puis si on fait un put, on va mettre un body là-dedans. Un post. Juste un post, voilà, post. Et je veux du JSON à l'intérieur. Puis dans le JSON, on a notre title qui va être blue. Fait que donne et va être à false. Et quand je send ça, je peux voir que ça le rajoute à ma liste. Si je fais mon get all, c'est dans la liste, c'est disponible. Fait que le principe de faire une application de to-do, ça nous permet rapidement de tester les choses. Fait que je peux arrêter ça, le repartir. Puis la problématique, c'est qu'à ce moment-là, j'ai perdu le to-do que j'ai rajouté initialement. Donc, on n'a pas de persistance de données à l'intérieur de notre application. Fait que pour être capable de faire ça, il va falloir aller rattacher une base de données à notre back-end. Fait que pour notre front-end, en fait, on n'y touche pas pantoute quand on rajoute une base de données. C'est juste le back-end qui va avoir plus de code pour être capable d'avoir la persistance d'objets. On va regarder deux bases de données pour voir comment est-ce que ça fonctionne, l'ajout de persistance à l'intérieur de ces serveurs-là. Si on regarde, c'est dans la librairie de Express, on a une section Database Integration. Database Integration me permet de voir c'est quoi les différentes librairies qui existent
pour la majorité des types, ok, la majorité des versions que tu voudrais avoir pour des bases de données. Donc, on peut voir ici une base de données Cassandra, Couchbase, CouchDB, LevelDB, MySQL, MongoDB. MySQL, c'est la même chose que MariaDB en passant. Neo4j, Oracle, Postgres, Redis, SQL Server, SQLite ou Elasticsearch. C'est comme pas mal, un 90% de couverture de toutes les bases de données utilisées sur cette planète. Donc, on va regarder comment travailler avec ces différents éléments-là. On n'ira pas voir comment setuper une base de données. Là, on peut assumer que ça vient d'un tierce parti ou sinon que vous savez déjà comment setuper ça. Moi, j'en ai setupé sur mon ordi personnel avant, en préparation à ce moment. Donc, mettons, on peut aller regarder Postgres. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe dans cette page-là? Là? Ça va juste être, voici la base de données que tu veux utiliser. Voici le package de NPM qui va me permettre d'avoir les outils pour se connecter à la base de données que je veux. Puis voici un exemple de comme un appel rapide ou direct de connexion minimale pour être capable de travailler avec. Donc, on retourne à PostgreSQL, puis on va regarder, c'est la librairie PG Promise. On peut cliquer dessus, parce que cette documentation-là, en fait, est un peu vieillotte. Il y en a des nouvelles versions, en tout cas des nouveaux codes qui viennent avec. On peut voir ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est une interface de Postgres pour Node.js. Et exactement qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On peut regarder la documentation qui vient avec. Donc, le principe, on peut regarder, il va nous falloir un database object. Okay, donc, ça nous dit, tu peux regarder ici pour savoir comment ça fonctionne. Puis, une fois qu'on a le database object, on va être capable d'utiliser différentes méthodes qui vont nous permettre de faire des requêtes SQL. On peut voir qu'il y a plusieurs méthodes, none, one or none, many or none, ou any. Okay? Donc, qui va me permettre de recevoir différents types de réponses. Puis le principe, c'est que ces noms-là, ça va dépendre de il y a combien de lignes qui vont être retournées. Hein? Fait que si je veux avoir un select puis il devrait juste en avoir un, je peux utiliser le one. Si je veux avoir un select étoile quelque chose, je peux utiliser le any. Puis si je veux faire une requête qui n'a pas de retour, hein, mettons une insertion, quelque chose comme ça, un drop table, je peux faire none. On va regarder premièrement comment créer le database object, puis on va tenter de travailler avec ces différents éléments-là. Si on regarde comment créer le database object, on a le ici différents utilitaires. Okay? Donc, une fois qu'on a installé, on peut avoir des options, puis on peut avoir ici le require de PG Promise. Puis une fois qu'on a le PG Promise, on peut voir qu'on a besoin du connexion avec le connection string. Donc le connection string, c'est en gros la syntaxe qui me permet d'avoir toutes les informations de ma base de données dans une seule chaîne de caractères. Là. Fait que c'est du type Postgres, un username, un password, l'host, le port, le type de base de données, puis des options au cas où qu'on en aurait besoin. OK? Puis ça va me donner mon objet DB. Fait que si on essaye de faire ça dans mon programme, on a ici les... Premièrement, il va falloir que j'installe cette librairie-là. On va ici faire un npm install pgpromise. Excellent. Donc, à l'intérieur de ça, ensuite, dans mon code, je vais pouvoir avoir mon pgpromise. OK, donc j'ai pas d'option d'initialisation spéciale. Là. Puis, je vais avoir ici ma connexion. Puis,
ma string de connexion. C'est cette string-là ici. En ce moment, c'est juste une base de données de Postgres bien standard, là, aucunement sécurisée. Là. Le username, c'est Postgres, puis le mot de passe, c'est Postgres. Heureusement, c'est seulement accessible de mon ordinateur en ce moment. Donc, essayez pas de hacker ma base de données. Elle est inaccessible autrement. Donc, tu as cette connection to string-là, puis tu devrais être capable de te connecter à la base de données. Fait que déjà là, si je fais un npm start, je peux voir que le DB, il était là, puis il n'a pas cassé des choses. OK? Parce que si, admettons, je pense que si je change, je pense qu'il faut l'utiliser avant, anyway. Ça va bien? Fait que maintenant qu'on a cette liste-là, on va être capable de commencer à travailler avec les différents queries. OK? Fait que si je regarde comment est-ce que ça fonctionne les queries, ben, je peux voir ici que j'ai un DB, hein, c'est mon objet DB. Je peux mettre un point, puis là, j'ai les différentes méthodes qui m'ont été présentées ici. Là. None, one, any, OK? Puis à partir de là, ça me retourne une promesse. Hein? C'est une requête asynchrone parce que c'est une base de données, ça se peut très bien que ce soit là. Donc, le principe, c'est qu'on peut utiliser les async await pour être capable de travailler avec ça. Puis, à l'intérieur du any, j'ai directement la requête. Fait qu'en ce moment, j'ai une base de données déjà existante. J'ai une base de données déjà existante. Montrer ça. OK, donc j'ai une base de données Postgres. OK, la base de données Postgres, elle a une table qui s'appelle To-Dos à l'intérieur. Et à l'intérieur, en ce moment, on va en rajouter un autre, là, juste pour make stuff. Et on va mettre ça à et ça, après ça. OK, donc on a ici deux éléments dans ma base de données avec un ID, puis on devrait être capable d'aller chercher ces informations-là dans la table To-Dos. Okay, donc j'ai ID, j'ai Title, puis j'ai Completed. Fait que le principe, c'est maintenant, à la place d'aller chercher les To-Dos, hein, dans mon code que j'ai fait moi-même, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le dbNI. Puis lui, il faut utiliser le await. Là, il n'aimera pas ça. Parce que quand j'utilise le await, il faut que la fonction qui s'y rattache soit asynchrone. Ici, on peut dire que toi, tu es asynchrone. Donc, on a ici une fonction asynchrone qui nous dit quand tu vas faire ça, tu vas attendre le retour. Avec le retour, tu vas avoir le to-dos, puis une fois que tu as le retour, tu peux renvoyer notre information. Fait que si on reteste avec Insomnia, je peux voir que le test a été fructueux. J'ai maintenant réussi à me connecter à ma base de données. J'ai réussi à aller chercher les informations de la base de données. Fait que j'ai été capable de construire ça. On peut, à partir de là, hein, commencer à travailler avec des requêtes un petit peu plus compliquées. Si je veux aller chercher une requête avec un ID spécifique, ça va être asynchrone.
Puis ici, quand on a besoin d'avoir des éléments paramétrés, on peut voir qu'on peut utiliser le pourcentage 1. Pas pourcentage, $1, $2, puis avoir un tableau d'éléments par la suite. OK? Si j'ai juste un pourcentage, un $1, pardon, je peux directement mettre la valeur par la suite. Ici, le principe, je peux dire où c'est que ID est égal à $1. Puis je peux mettre rec.params.id. Avec ça, quand on retourne dans Insomnia, si je mets, mettons, 2, H2, H2, ici, j'ai bien fait ça, on va faire 1, mettons. Ah oui, il faudrait que je le renvoie. On a le ID2. Si on utilise une commande qui ne fonctionne pas, là, je viens de mettre l'autre, là. Fait qu'on peut voir ici que l'app a crashé parce que on avait le 1. Monte un petit peu. OK. Il essaie de... non, ici, backend. No data return from query. Parce que le 1 s'attend à avoir quelque chose. Là, ça serait le temps d'avoir le or none. Ça repart, ça resend. Et je peux voir qu'il n'y a pas de body qui a été retourné. OK? Donc, on peut voir ici, en fait, si on s'en va avec ça. Et dans les différentes méthodes, j'ai le one or none. Fait que tu vois que c'est null quand nothing is returned. Fait que ce qu'on peut faire dans ce moment-là, on peut dire on peut avoir ici le un if avec le to-do. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le to-do? S'il y a quelque chose dans le to-do, on l'envoie. Sinon, on envoie un 404. Et quand j'essaye, j'ai le 404 not found. Tout simplement. On peut voir qu'on peut construire notre API par rapport à qu'est-ce qui est en train de se faire construire. À partir de là, ben, c'est seulement nos connaissances de base de données qui vont nous donner du fil à retordre. All right. Et on va faire aussi le principe du DB none. Okay. Donc, ici, si on regarde le DB none, on s'attend à ce qu'il n'y ait rien qui soit retourné. Donc, ça retourne rien à son tour. On peut avoir ici un insert, comme ça ici. Donc, ce que je peux avoir à la place de mon post, je peux avoir
Ici, pour celui-là, qu'est-ce qui est intéressant? On peut avoir ici les différentes valeurs comme étant un objet. Donc, attends, on remonte ici. Je peux me créer un objet de retour. Puis, quand je veux utiliser donc, on a notre commande de insert. Okay? Puis, les valeurs vont être tirées d'un objet. Quand les valeurs vont être tirées d'un objet, je peux avoir un signe de dollar. Hein? Puis, on avait après ça, évidemment, le numéro. Là. Ben, quand j'envoie un objet, je peux directement aller travailler avec les champs de l'objet. Puis, après le signe de dollar, il faut que j'aie des délimiteurs qui sont soit des accolades, soit le plus petit, plus grand, ou sinon le slash. OK, donc, enfin, on peut même avoir les crochets ou des parenthèses. Donc, n'importe quel de ceux-là va fonctionner. Fait que nous, on a le rec body hein, qui va avoir nos informations. Fait que on peut mettre directement notre rec body ici. Et à l'intérieur de celui-là, je veux aller chercher le titre. On va utiliser le même partout là, pour que ce soit un peu moins confusion. Completed. Et donc, on n'a pas besoin de l'âge. Fait que, on va chercher que c'est pas sync. Fait qu'on a le insert. On le met dans to-dos. On met juste les deux colonnes qui nous fait. La troisième de l'ID s'autogénère. Puis ensuite, on va avoir les informations de titre, l'information de completed. Puis nous autres, on a besoin d'un objet JavaScript. Ben nous autres, c'est tout dans RecBody anyway. Fait qu'on n'a pas besoin de transformer les choses. Ça va directement être disponible. Fait que on a ça de prête. Fait qu'on va faire notre post. Je fais un send. Oups. On a fait quelque chose de méchant. J'ai marqué done. Je vais utiliser les mêmes noms partout. Et ici, dans ma base de données, ouais, j'ai marqué completed aussi. Completed. Je send. Ah oui, là, évidemment, il est caché. On y va. Hop. On le send. Et là, ici, j'ai juste envoyé les to-do, là, mais en fait, on pourrait juste dire send status. Juste 200. C'est que ça a été correct. Mais j'ai quand même fait mon ajout. Si je m'en vais voir dans ma base de données, littéralement, et que je fais un refresh, je peux voir le nouveau to-do qui est maintenant apparu. Si je fais un get le slash et que je veux toutes les avoir, ben, je vais avoir les trois qui sont disponibles. Si je vais en chercher un, le troisième, ça me retourne. Donc, on a maintenant, OK, un environnement qui me permet d'avoir une base de données, une connexion à cette base de données-là avec mon back-end, une manière de mettre à jour cette base de données-là. Puis, à partir de là, dans mon app, j'ai même plus besoin d'avoir ma liste de to-dos. En ce moment, elle n'est même pas utilisée.
Donc, j'ai maintenant mes 3 endpoints, toutes mes to-dos, un to-do, rajoute un to-do. Puis, même si je repars mon serveur, puisque ma base de données derrière est persistante, ça reste disponible en tout temps. Alright? Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Donc, on va faire un petit all is well. Est-ce que ça a été trop vite, pas assez vite? Est-ce que vous voyez bien les principes derrière? Excellent. Donc, ça, c'était notre première partie de la soirée. On va prendre une petite pause, mettons de 10 minutes, parce que j'ai un peu la gorge sèche. Puis, en revenant, on va regarder, premièrement, le principe de MongoDB. Okay, donc, une base de données NoSQL. On va regarder comment avoir une connexion avec une base de données MongoDB dans un back-end Express. Puis après ça, on va terminer avec comment travailler avec une espèce de ORM pour notre base de données avec MongoDB. Donc, comment faire pour avoir une gestion plus conviviale de ce type de base de données-là. Ici, juste pour savoir, qui sait de quoi je parle quand je parle de MongoDB ou de NoSQL, ou sinon, tu as un question mark pour dire je connais plus ou moins ça, j'ai hâte d'apprendre, ça va être intéressant. Excellent, 50-50. Donc pour l'instant, on prend une petite pause. On se rejase dans 10 minutes.
And we're back. Ici, on va commencer. Fred avait une question avec Redux Persist. Je connais pas. Qu'est-ce que ça dit? Redux Persist. Migraine, blablabla. Ok, ça peut aller chercher de différentes sources la persistance. Ouais. Habituellement, j'imagine que ça va être sauvegardé dans les différents utilitaires pour avoir de la persistance à l'intérieur du browser. Donc, c'est possible d'avoir ici, si on regarde Storage. On a le Session Storage puis le Local Storage qui existent. On est capable d'aller chercher des informations qu'on peut sauvegarder à l'intérieur de comme ton browser. Là. Donc, même si tu fermes puis tu réouvres le browser, ça va aller chercher. J'imagine que c'est juste une manière facile d'aller chercher de ces informations-là et d'être capable d'aller envoyer ça dans ton store de Redux. Donc, le principe ici, c'est vraiment juste de ce que j'ai là. Ok, je le connais pas en particulier, là, mais de ce que je comprends. Attends. Basic usage, install, persist store, storage. Ouais, c'est ça. Tu vois, default to local storage. Qui est qu'est-ce que je viens tout juste de parler. Et ça te permet d'aller sauvegarder des informations de manière automatisée dans les fichiers de ton browser. Puis ça te permet de, quand tu refresh, en fait, c'est pas que ça reste dans l'application elle-même, c'est que c'est sauvegardé dans le storage de ton browser. C'est récupéré du storage de ton browser, puis c'est reloadé dans ton application. Fait que. Est-ce que je sais pas si ça répond à ta question. Tu me diras si. Il y a d'autres choses à parler par rapport à ça. Ou si c'est juste de comprendre qu'est-ce que ça faisait, que tu essayais de voir qu'est-ce qui se passait là. Fait que le principe, c'est que avec Redux, ça te permet de comme avoir un premier feed. Hein? Puis en fait, qu'à chaque fois que tu fais quelque chose dans Redux, que ça va aller insérer cette information-là pour que si tu as besoin de rafraîchir, cette information-là va être disponible. Alright. Donc, deuxième élément de la soirée, on va parler de MongoDB. Donc, avant de parler de MongoDB, en tant que librairie qui nous permet de se connecter à un back-end, il va falloir aller regarder un peu c'est quoi MongoDB, la base de données elle-même.
Fait que MongoDB, c'est quoi le principe? Et on s'en va voir ici la documentation. Fait que le principe de MongoDB, vous allez voir, c'est extrêmement rafraîchissant quand ça fait longtemps qu'on a travaillé avec des bases de données SQL. Hein, les bases de données SQL, c'est des bases de données relationnelles avec des tables qui ont des relations les unes entre les autres. Hein, c'est comme ça le principe fondamental. C'est des relational database, là, le SQL. Donc, MongoDB, ça prend ça puis ça le pitch aux poubelles. Donc, MongoDB, c'est ce qu'on appelle un documents database. Okay? C'est pas un relational database, c'est un document database. C'est quoi un documents? Ben, c'est quoi un document dans le documents database? Ben, on peut voir ça, ben, c'est une liste de champs avec des valeurs à l'intérieur. En fait, ce genre d'éléments-là, avec des champs et des valeurs, on l'utilise déjà de manière native dans le monde de JavaScript comme étant des objets JavaScript. Okay? Ou quand on le transfère comme étant des fichiers JSON. Donc, la base de données MongoDB, son élément fondamental, c'est des documents qui sont représentés de la même manière que des objets JSON. Donc, on va avoir le principe de j'ai ma base de données. À l'intérieur, je peux quand même avoir quelque chose qui s'apparente à une table. Okay? Mais en fait, puisqu'il n'y aura pas de schéma. Okay? Donc, quand on passe en une base de données, on pense à créer des schémas, de dicter ça va être quoi les différentes colonnes, puis c'est quoi les éléments dans les différentes colonnes qu'on peut avoir. Il n'y a rien de ça en MongoDB. Donc, on va avoir ici une collection. Donc, la collection, c'est comme une table, mais qui n'a pas de schéma. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la même collection, je peux avoir des documents qui sont hétérogènes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans une collection, je peux avoir ce document-là, okay, avec le name, Sue, 26, blablabla. Je peux avoir un autre document qui aurait les mêmes champs, mais avec des valeurs différentes, ou en fait avec les mêmes valeurs, ça ne dérange pas. Mais je pourrais avoir un document qui n'a pas tous les mêmes champs. Donc, mettons qu'il n'y aurait pas groupe du tout. Ou je pourrais avoir un document qui aurait à la place title, puis done, puis ça rentrerait quand même dans la collection. Donc, pour travailler avec MongoDB, il faut voir ça comme une espèce de lac d'objets JSON, d'objets JavaScript, qu'on peut aller travailler avec des requêtes, comme si on était dans une base de données. Et après ça, derrière, lui s'occupe à faire que c'est efficace sans qu'on sache trop pourquoi. Évidemment, il y a des désavantages à ce type de base de données-là. Il y a évidemment le principe que puisque les données sont hétérogènes, il faut que je fasse extrêmement attention de ne pas faire, mettons, genre une erreur de typo entre différents documents, parce que ça va faire en sorte que j'aurai jamais la possibilité d'aller chercher des informations d'une place à l'autre. Hein, parce que comme je ne pourrais pas aller chercher les informations, ça ne sera pas dans le bon format. Si on regarde juste un peu à quoi ça peut ressembler, donc je me suis fait une base de données To-Dos qui a une collection qui s'appelle collection. Là. Donc quand tu as la base de données qui a comme juste une table, hein, qui est juste la collection de tout ce que tu as besoin, tu peux aller chercher les différentes informations. Donc on a ici un exemple d'insertion. Okay? Donc, j'ai ma DB, j'ai ma collection, j'insère un élément, puis qu'est-ce que j'insère à l'intérieur? Un to-do. J'ai une autre insertion, okay, avec d'autres informations. Je peux avoir des méthodes, okay, qui me donnent, mettons, le résultat que j'ai à l'intérieur. Puis, je peux avoir, mettons, le find,
Puis, me semble, si, mettons, je mets dans le find une information, je peux voir que je peux mettre la partie que j'ai besoin de trouver. Donc, je veux avoir un champ ID qui a 2 dedans. Puis, je peux voir que ça m'y retourne. Ou sinon, je peux dire, trouve-moi ceux que le done est à false. Je peux voir que ça me retourne tous ceux qui sont à false. Dans ce cas-ci, c'est tous les éléments de ma base de données. Donc, les bases de données NoSQL, ou en fait, dans ce cas-ci, les documents database, on peut voir ça comme étant une espèce de sac d'objets JavaScript qu'on est capable d'aller chercher puis qu'on est capable de travailler avec. Alright. Avec ça, pardon, on va avoir un exemple de qu'est-ce que ça va être travailler avec MongoDB dans cet élément-là. Fait qu'on va regarder ici, puis on va aller voir la librairie elle-même pour être capable de travailler avec Node.js. Encore une fois, le MongoDB a besoin d'un serveur, hein, donc j'ai déjà juste fait rouler sur mon ordinateur. C'est pas dans le scope du cours de voir comment setuper des serveurs. Il y en a des gratuits, entre guillemets, là, donc que tu peux utiliser pour faire des petits projets qui sont directement disponibles sur le site de MongoDB. Donc tu peux te créer un compte, puis te créer une base de données que tu vas pouvoir te connecter à distance, au besoin. Moi, j'ai juste fait sur mon ordinateur personnel. Donc, on y va. On s'en va voir. OK. On a intérêt sur 4, mais c'est pas encore fait. Fait que, premièrement, il faut utiliser notre MongoDB. Donc, on y va avec ça. On va l'installer. On s'en va dans notre côté. On tourne dans notre serveur. Excellent. Fait que pour être capable de se connecter, on peut regarder ici les principes fondamentaux. Ici, on a une question d'Alexandre. Donc, c'est très tendance, le NoSQL, mais est-ce que c'est recommandé pour une grosse application? Donc, ça semble dangereux de ne pas avoir de structure. C'est effectivement c'est la question à 100 000 $. OK? Donc, est-ce que tu vas vraiment faire une grosse application? Puis, c'est quoi pour toi une grosse application? Parce que c'est faisable de gérer MongoDB correctement. Mais le prix est effectivement inversé entre le SQL et MongoDB. SQL, tu vas payer au début pour être certain que ton schéma est correct. Puis, si tu te trompes en SQL, le prix d'une faille ou de t'avoir trompé ou de devoir comme mettre à jour l'élément est extrêmement coûteux. De commencer à faire des alter tables là, sur une base de données de production, là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ce n'est pas une partie de plaisir. MongoDB, lui, c'est l'inverse. Le prix initial est très bas. Donc, le principe, c'est que initialement, tu travailles, puis c'est comme si c'était juste vraiment un espèce de store qui s'en vont juste aller à l'intérieur. À partir de ça, quand tu vas vouloir aller modifier des choses, ça va te coûter à chaque fois de t'assurer que tu vas faire
quelque chose qui est validé, admettons, ou qui s'assure que tu n'as pas d'éléments hétérogènes. Mais le prix du changement est beaucoup moindre. Mais il est à faire plus de fois que qu'est-ce que le SQL donne habituellement. Fait que le principe, c'est MongoDB, si tu es en train de comme, faire n'importe quel projet personnel ou dans une équipe de genre de moins de 10 personnes, c'est sûrement un accélérateur. Si tu es en train de faire un projet gouvernemental ou c'est que tu as une équipe de 500 ingénieurs avec toi, peut-être que tu peux dépenser 10 ingénieurs les 5 premiers mois pour commencer à passer au schéma SQL que tu as besoin. Fait que je te dirais que c'est grandement à considérer, surtout pour n'importe quel nouveau projet pilote, pour du prototypage, parce que ça te fait que ta vélocité est très grande très rapidement. Puis je veux dire, il y en a qui sont capables de faire ça à grande échelle. Là. Okay? En fait, les deux plus gros clients, là, je te dirais, là, utilisateurs des bases de données NoSQL en ce moment, c'est le cab sharing, là, donc Uber puis Lyft, leur back-end est en MongoDB. Fait que c'est faisable là, à ultra grande échelle. Mais le prix est comme à différents endroits. Comme, ça peut pas être beaucoup plus gros que Uber, là. Okay? Si t'as vraiment des projets qui sont aussi gros que Uber, c'est comme you made it. Je sais pas pourquoi tu es en train de suivre mon cours. Ok, fait qu'on revient à nos moutons. On veut connecter notre petite base de données MongoDB à notre back-end, à notre serveur Express. Donc, on a installé la librairie qui me permet d'avoir une connexion MongoDB. Et on va commencer à écrire des choses à l'intérieur de ça. Fait que si on regarde, on a besoin de MongoDB. Et à partir de là, on est capable de se connecter. J'ai ici déjà effectivement parti mon serveur, puis j'y ai donné avec 12. Et on va aller ici. Juste avec une connexion pure. Donc ici, ça va juste tester est-ce que j'ai réussi à me connecter correctement. Fait que, on peut voir ici que, bon, j'ai un warning, là, okay, de quelque chose qui... Attends, on peut utiliser la topologie. Sûrement. Toi, là, en deuxième. Longtemps, là? OK. Fait que, on a ici juste le principe de j'ai réussi à me connecter à cette adresse-là. OK? Ça a bien été. Puis j'ai maintenant un objet DB qui se connecte à ma base de données To-Dos. Puis là, j'ai juste fermé la connexion juste pour passer au travers. Mais si je veux pas faire ça, je vais ici mettre ça de côté pour les voir côte à côte. Donc, on va faire un letDB. On va ici, on va faire le close. Et on va le laisser connecter. Et on va aller trouver des documents. Fait qu'on va mettre ça de côté. Attends, on va se faire un deuxième élément là, pour être capable de tout faire ça. On va prendre ça ici.
Et on va se créer un routeur. Et ici, je veux avoir... On va se le faire dans le même fichier, c'est pas très grave. Faire après. Ensuite. Faire un petit test rapide. Oui, on va l'appeler MongoDB. Et... Oh. Router. Ah, c'est Express per Router. Ah, on est content. Ok, fait qu'on teste, juste pour être certain. Fait que... Oh! Pire. Et... que j'ai écrit? Router. Ok, c'est pas correct. Des noms qui se cassent entre les deux. Aussi, attends. Ah!
Right. Ici, c'est parce que ça essaie de faire le ID en premier. Il faut que je prenne ça et que je le mette en dessous. OK. Everything is fine. Dans mon test qui fonctionne. Et on est maintenant capable de commencer à aller travailler avec les documents. Fait que on peut ici avoir une collection, OK, qui va aller chercher notre collection. Donc dans notre cas, on a notre DB. On l'a appelé MongoDB. Et dans les collections, ça va chercher le nom de la collection. Donc ici, dans notre exemple, quand j'ai une base de données qui a juste une batch de stuff, là, la convention nous demande d'avoir juste un élément qui s'appelle collection. OK? Donc ma collection s'appelle collection. Okay, on peut aller chercher la collection. Et à partir de la collection, je peux faire un find qui va aller chercher les informations. Donc, le find peut avoir besoin d'éléments. Nous autres, on va juste envoyer un élément vide qui va me permettre d'aller chercher juste tous les documents. Okay? Donc, à partir de là, je peux avoir un appel. Je ne sais pas s'il peut le faire avec du await, lui. Il est assez smart. Avec notre find. Voice not find. Ouais. Ouais, on a ça. On peut aller et faire ça de manière asynchrone. Et à partir de là, capable de retourner data. Et j'ai ici, j'ai oublié une petite affaire. Mettons que je fais un console log de data. Si on regarde, ça nous donne un objet là, okay, qui est vraiment gros qui est un curseur là, qui me permet de travailler avec. Et si on regarde, donc on a le toArray. Ouais. Fait qu'on a ici la gestion de la connexion. On utilise notre collection, on fait le find, on fait un toArray. Et je regarde ici, ça me donne les différentes informations qui sont dans ma base de données. Si je décide d'en ajouter un autre dans la base de données, je
faire avec un 3. OK. On peut voir que il continue à travailler. Fait que on est capable de avoir ça. Donc avec ça, on est capable de travailler. Là en ce moment, c'est moi qui mets les ID tout seul. Là. Il existe des manières d'avoir une auto-incrémentation qui est semi-conviviale. Rien d'aussi convivial dans SQL, là, mais on est capable de quand même travailler avec. Là, je fais juste bypasser juste un petit peu cette partie-là. Fait que à partir de là, quand je veux en ajouter, ben, j'ai le même principe. Et on retourne à notre documentation. Insert. Et quand j'insert, je peux insert un plusieurs, là, mais on a directement juste les différents documents que je veux insérer. Fait que pour l'insertion, on va avoir en fait les mêmes instructions que dans notre mais lui va être juste le body. Que je veux rajouter ça, on rajoute ça sur on fait notre send. On voit que ça a fonctionné. Si je fais mon get, on peut voir que je l'ai. Là, on peut voir comment c'est facile de fuck-upper avec MongoDB. Regardez qu'est-ce qui vient de se passer dans mon preview à l'intérieur de ma base de données. Qu'est-ce qui fonctionne bizarrement là-dedans? Là? Ben, ici, j'ai le done qui est à true, puis ici, j'ai le completed qui est à false. Donc, Alexandre demande est-ce que des objets nestés, ça marche? Oui, ok, c'est pas un problème. Là. Tu peux avoir des éléments dans des éléments dans des éléments. C'est pas un problème. Fait que là, admettons que je veux trouver tous ceux qui sont pas faits encore. Hein? Là, je me rends compte que j'ai comme fuck up, là, puis admettons que ça fait des mois que ça marche de même. Ben, il va falloir que je trouve, mettons ici, on va aller chercher. On va marquer not done. Okay? Fait que, il faut que je trouve ceux qui ne sont pas gérés ensemble. Donc, il va falloir que, ben, voyons, il va falloir que je trouve, OK, un espèce de ou avec notre élément. OK, donc avec ça, on a cet outil-là. Attends, je vais vous montrer ça. Ici, je sais comment le faire dans Mongo, mais en fait, pas certain.
de retrouver. Ok, c'est ça. Celle-là ici. Comme ça. Fait que on a la possibilité, donc je pourrais dire, mettons, hein, done 2 points false. Et là ici, si je retourne ici, puis je marque not done. Je peux voir que ça me donne juste ces deux-là. Mais en ce moment, j'en ai un aussi qui est completed, qu'il faut que je réussisse à aller chercher. Hein? Fait que là, il faut comme que je travaille un petit peu plus, comme on a dit, parce que MongoDB, il faut faire attention, j'ai pas fait attention. Fait qu'il faut que j'utilise un objet qui va avoir... fait qu'ici, on va avoir le completed. Et on le donne. Et là, les deux, on peut le mettre à false. Fait que là, le principe, c'est que je trouve ceux qui ont soit ça, soit cette liste-là en ou. Fait que soit completed, soit done à false. Fait que là, si j'essaye, oui, que je mette la bonne adresse. Hop, done. Je peux voir que j'ai maintenant les completed puis les done à false. OK? Donc, on est capable de le traiter quand même. C'est possible, mais c'est pas la chose la plus conviviale au monde. Dernière chose que je veux parler ce soir. C'est le Object Modeling de MongoDB. Donc, la majorité du temps, justement pour éviter ce genre de problématique-là, on va utiliser une librairie qui s'appelle Mongoose. Donc, Mongoose, son principe, c'est que ça me permet de travailler de manière indirecte avec mes différentes librairies de MongoDB. Puis, je vais être capable de venir insérer un schéma pour comme avoir le meilleur des deux mondes. Fait que ici, ça dit, tu sais, MongoDB, c'est le fun, mais quand tu commences à devoir retravailler ta propre validation, ça devient problématique. Fait que eux autres, ils te donnent les outils nécessaires pour être capable de faire ça. Je le ferai pas directement pour vous. Je vais vous envoyer un vidéo à la fin de la soirée pour regarder qu'est-ce qui peut se passer avec ça. Mais le principe, c'est on se connecte à notre base de données. Une fois qu'on se connecte à notre base de données, on peut se créer un nouveau schéma. OK? Puis le schéma, lui, va dicter. Attends, ici, je veux montrer des choses. Je vais aller ici, Mongoose. Donc, le principe, on va voir comment ça marche. On va agrandir ça un petit peu. Donc, on a le même principe qu'il faut se connecter à notre base de données. Une fois qu'on a la connexion de fait, on peut, au besoin, l'ouvrir ou faire des éléments de configuration de base. Puis une fois que c'est fait, on peut commencer à travailler avec les schémas. Donc, tout est basé sur des schémas. C'est comme de revenir mettre une partie du SQL dans MongoDB pour s'éviter des problèmes. Donc, on a un nouveau schéma. Le schéma, c'est quoi? Ben, ça va être la liste des différents éléments que je veux représenter. C'est que dans un kitty, en ce moment, il y a un string qui est de son nom. Fait que le schéma, c'est en gros comme la liste des différentes colonnes, des différents types que tu vas avoir dans tes
collection. Puis une fois que tu as ce schéma-là, tu peux le convertir en ce qu'on appelle un modèle. Puis ce modèle-là devient une espèce de classe pour cette information-là. Puis ça va automatiquement être capable de faire le lien entre ta base de données, être capable d'aller le récupérer, être capable de venir le retravailler au besoin. Et quand j'ai besoin d'aller... une fois que j'ai ma classe, si je veux me créer un nouvel élément, un nouvel objet de cette classe-là, je peux utiliser comme si c'était de l'orienté objet là, avec le new, puis ça me donne un nouvel élément avec les informations que j'ai mis dans son élément initial. Tu peux même rajouter des méthodes au schéma. OK? Donc, ces différentes informations-là vont automatiquement être transférées dans ta base de données. Là. Ah ben, les informations comme le texte. Là. Donc, une fois qu'on a ça, on est capable d'invoquer les différentes méthodes. Puis, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est qu'il y a 2 ou 3, une couple de méthodes de base qui vont toujours être disponibles pour faire le lien réel avec la base de données elle-même. Fait que, ouais, c'est ça. Les schémas, c'est pour structurer. Là. OK? Donc, c'est justement pour éviter le genre d'erreur que je viens d'avoir où c'est que j'ai fait en sorte qu'il y avait 2 schémas hétérogènes qui arrivent puis qui veulent représenter la même chose. Fait que, une fois qu'on a ce schéma-là, on est capable de... une fois qu'on a le schéma, on crée un modèle. Le modèle qui devient comme notre classe qu'on peut utiliser. Ça me permet de créer des objets, que je vais pouvoir même rajouter des méthodes dedans au besoin. Puis une fois que j'ai ces objets-là, ça se passe tout à l'intérieur de mon application Express. Là, okay? Il n'y a pas encore rien dans la base de données. Quand je veux être capable de transférer cette information-là à MongoDB, on va utiliser la méthode save qui vient automatiquement avec. Donc, la méthode save, tu peux avoir s'il y a eu des erreurs, tu peux même avoir l'objet lui-même pour y faire des choses au besoin, mais le principe, c'est que la méthode save me permet de prendre l'information puis de le sauvegarder dans la base de données. Donc, Ali dit c'est comme les Entity Framework de Microsoft. Oui, en fait, le principe ici, c'est que c'est un ORM. Hein? Donc, ce que tu parles là, c'est ce qu'on appelle des ORM, des Object Relational Mapping. Mais des ORM, c'est pour des bases de données relationnelles. Hein? C'est pour des bases de données SQL. Donc, si on s'en va voir ici, attends, je ne sais pas s'il y a une liste de comme tous les possibles éléments qui existent, mais en tout cas, il y en a un paquet là, là, des ORM. Là. Donc, si tu cherches un long langage puis une autre base de données ORM, il y en a un habituellement qui va venir avec. Ben ici, qu'est-ce que c'était initialement? C'est quoi? Qu'est-ce que ça se disait là? C'est du Object Modeling. C'est le même principe. Donc, c'est du Object Document Mapping à la place d'être relational. C'est un ODM. Fait qu'on a la fonction save qui me permet de prendre un objet puis de le sauvegarder. Puis, à partir de la classe elle-même, ben là, je peux avoir la fonction find qui va me retourner des objets qui vont être capables de représenter les informations de la base de données. Là, je vais pouvoir faire des modifications au besoin sur cet objet-là, puis juste faire un save par la suite. Fait que cette vision-là me permet de ne pas avoir à écrire à chaque fois les différentes méthodes qu'on pourrait avoir besoin. Fait que vous allez voir, la majorité du temps que vous voyez MongoDB utilisé dans des applications web, Mongoose est pas loin derrière. Parce que ça fait que c'est tellement plus convivial, puis ça nous permet d'avoir un premier niveau de validation comme minimum. C'est
je dirais pas requis, là, mais c'est un avantage facile à aller chercher. On est capable d'utiliser celui-là. Fait qu'à partir de là, on est capable de gérer notre full stack application. Donc, on est capable de faire notre front-end. On est capable de faire un back-end, une API. On est capable de faire communiquer notre front-end et notre back-end avec les requêtes asynchrones. Puis, on vient de voir aujourd'hui comment prendre le back-end puis être capable de créer de la persistance avec une série de bases de données. Donc ici, on a regardé Postgres, on a regardé Mongo, mais il y a les autres. Là. Si je veux juste un petit fichier sur mon serveur SQLite, OK? Donc je peux utiliser la librairie SQLite 3, puis à partir de là, je peux préparer les statements, les runner, puis avoir les différentes informations. C'est tout le temps le même principe, mais chacun a comme sa propre syntaxe, ses propres variations de la chose, parce que ça a été créé par différentes personnes, différentes équipes à différents moments. Donc chacun vont toujours avoir leur propre version de la chose. Ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais voir avec vous ce soir. Il nous reste juste une séance de formation la semaine prochaine. Donc, on avait une couple de sujets. Là. Donc, on avait les WebSockets, on avait les serveurs statiques là, qui permettaient d'avoir une application puis un serveur d'API en même temps. On va voir qu'est-ce qui est possible avec les derniers cris. Là. Il y en a même certaines là, que je vais vous montrer qui ont été sorties dans les dernières semaines puis qui apportent des éléments assez intéressants, voir un peu où c'est que ça peut s'en aller dans le futur. Puis il y avait le déploiement automatisé. Donc, je vais vous montrer comment faire un déploiement sur Heroku d'une application pour être capable de bien voir qu'est-ce qui se passe. Mais pour cette semaine, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Laissez les fichiers. Oh oui, certainement. Certainement, mon cher. Ici. Ça. Okay. J'ai le app.js. Puis pour bonne mesure, je vais aussi mettre le package.json pour toutes les librairies qu'on a rajoutées. Être certain que vous ayez tout ça. Évidemment, si tu essaies de faire rouler ça sur ton ordinateur, ça ne fonctionnera pas tout seul. Hein, parce que moi, j'avais une base de données Postgres, une base de données MongoDB qui roulait localement. OK? Fait que ici, dans les strings de connexion, il faut que tu fasses marcher ça ici. Là. OK? Donc, ces deux-là, j'ai utilisé juste les noms de passe, les mots de passe et ainsi de suite, mais c'est quand même les deux sur le localhost, sur leurs deux ports respectifs. Il faut que soit que tu en ailles chercher un autre ou soit que tu connectes ça à une DB externe auquel tu as accès pour que ça fonctionne. Alright. Ça va être tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et on se revoit la semaine prochaine pour notre dernière période de formation full stack, un regard sur le futur.